Les enjeux thérapeutiques en 2020. Traitement des fistules anales. Suivante. Alors, on part d'un cas clinique qui est le cas clinique, effectivement, un petit peu, voilà. La patiente arrive avec un abcès, pas d'antécédents médicaux, mais un antécédent important qui est un accouchement un peu traumatique, avec une petite incontinence au gaz à l'effort. On sent que la continence a dû souffrir un peu au niveau du sphincter lors de ces accouchements. Ce serait bien qu'on ait son transit, on ne l'a pas. On aggrave un peu la situation si c'est une colopathe, si elle a un transit un peu irrégulier. Et puis finalement, ce petit abcès-là, soit vous l'avez incisé, soit il s'est évacué et elle vient vous voir, elle va mieux, le médecin a mis un peu d'antibiotiques, un antalgique. Vous avez une fistule qui est plutôt antérieure. Les fistules antérieures chez la femme, d'abord on est proche des éventuelles lésions sphinctériennes séquelaires, obstétricales, et puis elles sont rarement superficielles, elles sont au moins transsphinctériennes dans l'expérience. Et puis c'est l'endroit où le sphincter externe chez la femme est quasiment moitié de hauteur qu'en postérieur. Donc quelquefois dans les fistules antérieures, vous avez l'impression qu'elles ne sont pas si hautes que ça, sauf que quand vous regardez, ça prend à peu près tout le sphincter. Parce que le sphincter à cet endroit-là, même en dehors de traumatisme, il est plus fin, moins haut. Suivante. Donc vous avez une probable fissure antérieure dite haute, ou en tout cas moyenne, pas négligeable, pas superficielle. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui dites, ben, ça s'est drainé, c'est pas mal, vous avez plus mal, c'est une fleuriste libérale, voilà, qui me dit, mais moi je ne peux pas fermer, je peux pas, si je ne travaille pas, je ne rentre pas d'argent. Vous dites, ben, c'est drainé, ça va aller, on ne fait rien. Tu nous as pas dit elle est saisonnière et elle vit 3 mois par an en Thaïlande ou elle est tout le temps chez elle à Garches-les-Gonesse? Je sais pas, c'est Pauline qui la connaît. Non, elle est chez elle, mais elle a un boulot, quoi. Elle a un boulot où si elle n'y est pas... Elle vit pas 3 mois par an en Thaïlande. Non. Non. Vous dites quand même, c'est pas mal, mais on met ceinture et bretelles, on met un peu d'antibiotiques. Et puis, si on a l'impression que ça ne se réduit pas complètement, on va l'évacuer sous anesthésie générale. Vous ajoutez une IRM et en lui disant, voilà, on surveille, mais de toute façon, il faudra y retourner. On fera un petit drainage, mais je veux une IRM avant pour discuter, pour voir un peu où on est, pour y voir un peu plus clair, pour qu'on puisse avoir une bonne discussion avant de vous remettre au bloc. Un peu ce que tu disais. Vous vous dites, oui, non, il y a un abcès, là, ça s'est évacué, ça a mal se passé. Vous prenez un rendez-vous opératoire, il faut continuer le drainage, et puis vous l'avertissez qu'il y a une fistule et que vous allez mettre un fil. Si c'est superficiel, vous coupez, et que si c'est pas superficiel, vous mettez un fil et vous couperez la fois suivante. En lui expliquant un timing en 2 temps. Où vous lui dites, il faut y aller, mais votre profil, a priori, on ne pourra pas couper, etc. Vous commencez à lui expliquer qu'il y aura un 2 temps, on fera un temps conservateur avec un risque de récidive. 5 propositions suivantes. On reviendra sur cette diapo tout à la fin. Alors, vous êtes sur un abcès. Traitez l'infection aiguë. Bon, finalement, ça s'est évacué. C'est un petit abcès. Vous ne pensez pas qu'il va y avoir une grosse complication. Vous pouvez sécuriser avec des antibiotiques. Voilà. Vous n'êtes pas non plus en danger de dire il faut la mettre au bloc, ça s'est évacué, vous avez élargi un peu le passage, même en consultation comme vous a montré Thierry. Deuxième question, éviter que la récidive. Est-ce que finalement en la mettant au bloc, vous allez vraiment éviter que la récidive ou vous laissez le temps de venir, voir si ça récidive tout seul, déjà, premier temps. Suivante. Et éviter l'incontinence anale. Une suppuration, c'est traiter la suppuration, que ça ne revienne pas les mettre incontinence. C'est ces 2 choses-là qui sont quelquefois contradictoires, qu'il faut arriver à... C'est le compromis qu'il faut trouver. Toutes les suppurations, c'est le compromis qu'il faut trouver. Suivante, et puis comme vous a dit François, il faut qu'ils comprennent, alors quelquefois il faut prendre du temps, il faut éventuellement avoir une IRM, ça aide à comprendre, il faut qu'ils aient lu le truc, puis ils reviennent, ils disent mais là j'ai lu sur le machin que... Voilà. Alors qu'au début, souvenez-vous toujours, surtout première consultation, les patients ils retiennent 20% de ce que vous dites. Surtout si vous avez mis un mot-clé qui les a inquiétés, le premier mot-clé qui les inquiète, après ils n'entendent plus rien.
maintenir la qualité de vie et l'arrêt de travail. La qualité de vie, c'est la qualité de vie personnelle, c'est combien de temps opératoire, c'est ce que ça soigne, quelles sont les conséquences de tout ça. Et puis, pas lui planter son magasin, comment elle se débrouille, où elle en est, est-ce qu'il faut décaler, il faut lui laisser le temps de s'organiser, il y a tout ça. Tout ça. Si vous n'êtes pas dans l'urgence, il y a tout ça à discuter. Suivante. Alors, le GREP, c'est-à-dire les franchouillards dont nous sommes, on avait publié un truc dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'on avait 10 centres, on avait répertorié toutes nos fistules consécutives, traitées en 1 temps ou 2 temps. On avait considéré que les 2 temps étaient des fistules hautes, que des mises à plat, et que les 1 temps étaient des fistules basses, avec le dogme qui était de dire finalement... c'était quoi ça? Voilà, on a une très bonne efficacité, c'est-à-dire quand vous mettez à plat, vous avez moins de 5% de récidive, ce qui est le cas sur un suivi très court. On est à entre 1 et 2%. Suivant. Et là, dans ce truc, il y avait en gros 2 tiers de fistules hautes, 2 tiers de fistules basses, 1 tiers de fistules hautes. Alors les facteurs de risque de récidive, là vous voyez on a peu de récidive. Ça va être si c'est effectivement une fistule complexe, si on n'a pas réussi à simplifier l'histoire comme on vous l'a dit. Dès que c'est compliqué, que vous laissez un truc traîner, ça va repartir. Récidive ou complication, c'est effectivement Crohn, diarrhée, alors diarrhée, tabac peut-être, diabète, etc. Bilan d'extension préopératoire, oui. C'est toujours la même chose, fistule complexe ou pas. Éléments péropératoires, c'est pas forcément facteur de récidive, sauf si vous ne trouvez pas le trajet, mais c'est aussi comment vous le drainez. Donc on revient sur ma première planche. Il faut toujours penser à l'étape suivante. Si vous voulez pas que ça, il faut penser à ce que vous allez faire après, quand vous drainez. Donc il faut simplifier, pas ouvrir l'orifice interne, etc. Et puis peut-être que dans les suites opératoires, la qualité des soins, la qualité du drainage, notamment ouvrir assez grand et s'assurer qu'on ait quand on a des diverticules, des choses qui partent à l'extérieur, s'assurer qu'on a un drainage du fond vers la superficie et y retourner pour drainer si ce n'est pas satisfaisant avant de s'attaquer à la fistule que vous avez simplifiée. Tant que vous avez un diverticule, un truc, vous n'y arriverez pas. Ou si vous le faites d'emblée, vous allez aggraver la situation finale. Suivante. On revient à notre papier. Finalement, on avait évalué 1 an de façon indépendante parce que c'était des questionnaires qu'on leur envoyait. Ce n'était pas l'opérateur qui évaluait. Et nous, on dit, voilà, finalement, en 2 temps, on a peu d'incontinence. Alors, sur les fistules basses, c'est vrai, c'est pas significatif. Ça, c'est les Wexner avant, après chirurgie. Fistule basse, 1 temps. Fistule haute, 2 temps. Et vous voyez quand même que dans le 2e temps, on a, in fine, 20% d'aggravation significative de la continence. Donc on n'est pas aussi neutre que ça, aussi bon que ça. Mais on a réglé la question, on a moins de 3% de récidive. On a réglé la question suppurative, on a ajouté une question d'incontinence aux patients, donc il faut s'assurer d'en avoir discuté, puis bien avoir évalué le terrain. Dans ces patients-là qui ont des Wexner élevés, ça dépend aussi du terrain. C'est sûr que le patient qui est diarrhéique, qui est colopathe, qui avait un antécédent obstétrical, c'est beaucoup plus compliqué et c'est beaucoup plus vite aggravé. Suivante. Alors, comment éviter l'incontinence? Bien évaluer la continence et les risques d'incontinence connus, on en a un peu parlé. En évitant d'opérer la fistule. Évidemment, vous n'opérez pas la fistule, vous ne touchez pas au sphincter, vous n'avez pas d'incontinence. Ou favoriser les techniques départ. Suivante. Alors c'est là où arrivent les Anglais. En évitant d'opérer la fistule, les théories anglo-saxonnes, alors je suis content que François m'ait remis un peu le truc sur le critère d'évaluation. Eux, ils disent, voilà, finalement, on les ouvre à répétition, pourquoi pas? Alors c'est sûr que, est-ce qu'il faut ouvrir, si vous ouvrez 3 fois un abcès en 10 ans, qui cicatrise,
Quand vous ouvrez un abcès à l'extérieur, c'est emmerdant parce qu'il y a une petite mèche, mais vous pouvez même aller rebosser. Hein. Si l'infirmière passe, vous le méchez, vous n'avez pas très mal. Plutôt que de... On va jusqu'au bout d'emblée, on est un peu incontinent, on suinte, etc. Je ne sais pas ce qui est le mieux, hein, honnêtement. Ça dépend de votre... Ça se discute en tout cas. Alors après, qui disent que c'est l'abcès qui crée la fistule, ça, voilà. Je n'y crois pas. Mais que la fistule puisse cicatriser spontanément, contrairement au dogme qu'on a dit, nous, là peut-être. Enfin, nous, dans lequel on a été éduqués en tout cas. Et sur une étude randomisée, ils avaient quand même 29% de récidive. Alors je ne sais plus à combien c'était à 1 an, 2 ans. Voilà. Voilà. Donc on leur dit, moi quand ils se réveillent au bloc, je dis j'ai pas trouvé de fistule ou voilà, j'ai pas trouvé de fistule évidente. Je dis c'est l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Hein. Alors il y en a qui disent oh ben ça va récidiver. Ben, je dis non, vous avez une chance sur 2 que ça récidive pas. Soyez contents. On n'a pas touché à votre sphincter et ça va être très simple. Ça dépend comment vous le présentez. Hein. Ça se discute. Je peux faire un petit commentaire juste sur ces 2 papiers. Donc, Sanan, c'est le papier dont je vous ai parlé des urgences du Saint-Marx. C'est du rétrospectif, hein, avec tout ce que... Donc, ils ont vu tous les abcès qu'ils ont drainés en urgence et ils ont vu si les mêmes patients sont revenus à nouveau aux urgences pour un abcès. Donc, ils ont effectivement peu de patients qui sont revenus pour un abcès, mais sur un délai très court, c'est 7 mois. Et il y a plein de patients qui ont peut-être une récidive qui sont allés ailleurs, où ça s'est percé tout seul, où le médecin généraliste a fait... Le recours aux soins en Angleterre, ils restreignent les médecins généralistes gardent chez eux. Donc antibiotiques, et ils vont aux urgences que si ça ne se passe pas bien. Donc les résultats de cette étude, ils sont... Oui. Oui. C'est catastrophique. Oui. Voilà. C'est l'histoire que j'ai racontée hier soir. Un chercheur en neurosciences à Londres, qui avait une fistule, une suppuration chronique, qui n'arrivait pas à se faire opérer. Sa sœur est venue le chercher chez lui, il devenait clochard, il ne pouvait plus sortir. Il avait fait une spondylodicite, donc une métastase infectieuse à distance de sa suppuration chronique. Un autre, un prêtre anglican, qui s'était fait opérer 10 fois. On ne voulait pas le mettre sous Rémicade, il avait un Crohn en Angleterre. Donc méfie beaucoup de la littérature anglaise. C'est comme au rugby, il faut se méfier des Anglais. Ce papier, vous allez le retrouver, il y a eu une méta-analyse de toutes les études qui ont randomisé, des études en randomisé, hein, des vrais papiers sérieux. On draine l'abcès en bloc ou en consulte, on s'en fiche. Ou on draine l'abcès, on cherche la fistule, on la trouve et on met à plat. Donc ça, c'est le taux de récidive d'un abcès ou d'une suppuration. Ça dépend, je vous ai dit, les critères dépendent sur leur Loiser, je ne sais plus quel c'était. Mais il y a 30% de patients qui récidivent leur maladie si on fait qu'un drainage de l'abcès. C'est tout moins d'1 an, ces études. Versus 5% si on met à plat la fistule. Donc il y a quand même, la fistule fait quelque chose dans le traitement. Une nuance encore, et pour finir, après je te relaisse la parole, la méta-analyse a été faite par je ne sais plus qui, Nelson je crois, et il y a un petit chapitre qui est très intéressant. Et il dit, si vous lisez bien les papiers, il y a 5 ou 6 études randomisées sur le sujet. Le trajet fistuleux est trouvé dans 90 à 95% des cas par ces opérateurs. Ce résultat n'est pas reproductible. Tous les papiers qui étudient la chirurgie faite dans la vie courante, c'est 40%. Donc un chirurgien qui n'est pas super expert en proctologie ne trouve un trajet fistuleux moins d'1 fois sur 2 quand il draine un abcès en urgence. Donc ça veut dire que ça, c'est peut-être le résultat qu'on va obtenir avec un chirurgien qui trouve le vrai trajet et qui trouve le trajet 9 fois sur 10. Donc si vous n'êtes pas hyper spécialiste, peut-être que vous ne trouvez pas le bon trajet, donc vous n'aurez pas bien drainé, ou vous le trouverez moins souvent et vous aurez aplati la différence. Donc c'est peut-être pas si énorme que ça dans la vie de tous les jours en service non spécialisé, il y a peut-être moins, et ça défendrait l'intérêt de ne pas s'acharner à trouver une fistule.
Voilà, c'est les petites nuances qu'il faut savoir sur ces papiers. C'est intéressant de savoir les lire avec, au second degré. Puis après, est-ce que vous mettez une antibiothérapie? Alors, l'idée, là aussi, on nous a mis un dogme, jamais d'antibiotiques, il faut les passer au bloc rapidement, etc. Les antibiotiques, c'est pas délétère, ça calme le jeu éventuellement. Donc, on peut mettre des antibiotiques, il faut arrêter de... Voilà. Mettez de l'augmentin, du Flagyl, éventuellement, ou du Flagyl Ciflox. Et puis, cette petite étude, mais là aussi avec un recul court, j'imagine. Effectivement, quand vous mettez des antibiotiques, et après incision, comme notre petite dame là, ben finalement les antibiotiques, vous avez moins d'ennuis immédiatement après. C'est l'inverse. Plus de récidive avec l'antibiotique, mais il y a eu depuis un papier qui dit... Oui, d'accord, oui, d'accord. Ah ben j'allais appuyer avec ma thèse. Donc je l'ai lu rapidement ce matin. Mais ouais, moi je mets des antibiotiques suivantes parce que c'est voilà, il faut. Alors. Voilà, soit vous occupez pas de la fistule, soit vous l'avez et vous en occupez notamment. Alors, si elle est évidente, je pense que vous pouvez difficilement vous asseoir dessus s'il y a du pus qui coule là. Donc, vous mettez un céton. Et qu'est-ce que vous faites après? Donc, si vous ne coupez pas, vous avez des techniques d'épargne. Technique d'épargne, ça peut être le lambeau, qui est une technique sans matériel, qui ne coûte pas cher, qui finalement, vous avez drainé votre fistule. Donc vous imaginez que vous l'avez drainé, c'est compliqué, vous ne faites pas un lambeau d'emblée sur une fistule avec un récessus, il faut que ce soit organisé, qu'il n'y ait pas de... Donc il y a un passage céton à mon avis qui est quasiment obligatoire pour ne pas laisser un petit récessus. C'est rarement direct, il y a toujours un petit récessus, il faut s'assurer que ce soit bien drainé. Et que le principe finalement c'est de faire un lambeau. Alors après il y a différentes techniques de lambeau. Finalement, vous enlevez votre orifice un peu chronique, vous le dégagez pour être en zone saine, vous décollez un peu. Souvent, il faut mettre un petit lambeau musculaire ou mettre un peu de tissu. Peut-être pas ouvrir autant que... Moi, je suis toujours impressionné par ces images où ils ouvrent, où ils sont souvent sur les schémas 2 fois plus hauts que large. C'est une antinomie, notamment pour les chirurgiens plastiques, ils savent bien que par rapport à votre vascularisation, il faut plutôt être 2 fois plus large que haut. Donc il y a différentes techniques de lambeau, mais le principe c'est d'aller dégager et recouvrir en suturant avec un plan, plutôt avec un peu de muscle pour que ça tienne. Et on avait vu je ne sais plus si c'était des Sud-Américains, lesquels, qui avaient une technique de lambeau un petit peu différente, qui ouvrait en arciforme, qui montait moins pour ne pas dévasculariser, qui libérait et qui venait descendre assez large pour couvrir avec quelque chose qui est très vascularisé. Après, tous les lambeaux ne sont pas équivalents, puis ça dépend, il faut que ce soit souple. Sur les Crohn, c'est compliqué. Quand vous avez une ulcération, une sténose, vous ne pouvez pas faire un lambeau. C'est-à-dire qu'il faut que les conditions, il faut un anus propre, un orifice bien drainé, et que ce soit parfaitement souple, sinon c'est un échec à chaque fois. Si vous ne pouvez pas fermer l'orifice interne, vous pouvez essayer de le boucher. Alors, on a essayé les plugs. Je crois que les plugs, plus personne ne les utilise. Il y a celui-là, il y a l'autre. On a essayé de mettre de la colle. Certains de nous l'utilisent encore parce qu'on le coupe finalement à un mini lambeau, en tout cas moi. Et de temps en temps, sur des fistules très simples, ça peut marcher. Et là, il y a une image du lift. Le lift, finalement, c'est d'essayer de passer en espace intersphinctérien une fois que votre fistule est organisée. C'est-à-dire que toutes ces techniques, vous ne ferez rien tant que vous n'êtes pas comme ça, grosso modo. D'où l'intérêt du drainage initial. Mais il ne faut pas avoir la petite extension en haut, sinon vous ne pouvez pas cravater et fermer. La technique du lift, finalement, c'est d'aller le ligaturer et le sectionner à l'intérieur en pensant que ça va se fermer. De temps en temps, le truc il se réouvre. Vous avez rarement une récidive dans l'espace transsphinctérien. Vous avez, dans un tiers des cas, une récidive dans l'espace intersphinctérien, voire plus. Le problème de toutes ces techniques, c'est qu'elles ont été suivantes. Quand elles ont été publiées, on est toujours à 60% de résultats, 60-70%, puis dans la vraie vie, puis quand on l'utilise, et puis quand on fait du multicentre, on descend, on descend, on descend, on descend. D'où l'histoire de la colle, là où on est déjà, des cellules souches, où on est sur un delta de 25%, et si on continue de descendre, on va être non significatif. Là, vous avez les techniques. Tout ça, c'est des techniques de mise à plat, finalement, que ce soit le cutting céton qu'on ne fait plus, la fistulectomie, la fistulotomie, un temps, 2 temps. Finalement,
Alors là, ils mettent des chiffres de récidive qui sont élevés. Je pense que quand on le fait bien et qu'on a bien drainé les diverticules, on est plutôt inférieur à 5%. C'était notre étude, mais avec un an de recul. Mais mis à plat, si ça ne bouge pas dans l'année ou dans les 2 ans, il est rare qu'on ait un retour de bâton plus tard. Dans des trucs pas trop compliqués. Récidive, l'école, 70%. Alors ça dépend, ça va de 50 à 90, ça dépend des études, ça dépend comment on met la colle aussi. Si vous bourrez de colle dans un truc qui est mal drainé, c'est même pas la peine. Vous savez depuis le début que ça va... Enfin, quand vous le faites, vous savez que ça ne va pas marcher. Donc moi, il m'arrive de faire des colles. J'y vais pour faire une colle. Je ne fais pas la colle parce que j'ai un petit diverticule. J'ai un truc, je sais que ça ne marchera pas. Je ne veux pas couper non plus. Je laisse le céton, je redraine un peu. Je lui dis next time. Les plugs, 32%, ça baisse aussi. Enfin, 32% de récidive. On est plus à 50, 60 maintenant, 70. Plus avec des complications d'abcès. Donc je crois que plus personne ne le fait. Les flaps, c'est très variable en fonction des séries. On est en gros autour de 50, quand c'est faisable, parce que ce n'est pas toujours faisable. Le lift, on doit être à, sur les dernières études méta-analyse, on doit être à plus de 50% de récidive. Donc ces techniques qui étaient annoncées, elles sont toutes en dessous de 50. Suivante. Alors, le permacolle, il n'a pas de série d'études. Moi, j'ai que le tissu colle. À mon avis, les deux sont équivalentes. Plus les colles, il y avait Keralto qui avait essayé avec de la colle qui était des... Comment ça s'appelait? Ah ouais, ça, je l'ai essayé. Ça se casse, ça donne des trucs. Il ne faut pas le faire, ça donne des corps étrangers qui restent. Ça ne marche pas, contrairement à ce qu'il a publié. Permacolle, à mon avis, il n'y a pas de série, il n'y a pas de choses. Moi, j'en ai fait un au permacolle, elle a marché. J'en ai fait qu'une, c'est une pharmacienne, ça a marché, c'était génial, donc 100%. Mais non, je ne sais pas. Nous, on est sur du tissu colle. Alors après, moi, j'en ai un certain nombre qui ont marché sur des fistules très fines, toutes celles qui vont marcher un peu à toutes les techniques, finalement. Et qui marcherait bien aussi à l'injection de cellules souches. On a un truc qui est pas trop, on a un petit orifice interne, on a un trajet direct qui est pas trop haut ou qui a été abaissé, et finalement la colle est un truc simple. Et quand vous faites un gros lambeau, par exemple quand le lambeau il lâche, vous terminez avec un gros orifice interne et vous avez aggravé le patient et un peu la continence. Une technique où vous fermez un peu sur à peine un mini lambeau, vous décollez un peu, vous nettoyez, vous mettez un peu de colle, ça ne marche pas, vous revenez à la case d'avant. Vous n'avez pas aggravé le patient. Alors, cellules souches, voilà, je vais pas les... Il y a un tas de papiers, pour le moment, la seule étude contrôlée qui est dépendante d'un laboratoire à suivre. Pour le moment, il y a des AMM qui arrivent, mais il y a de l'idée sur les petites cellules, et notamment les choses moins chères qui seraient... intrabloc, en centrifugation, où on ne fait pas vraiment de la cellule souche, mais on fait de la cellule un peu concentrée, qui est jeune, qui vient dans le culot, qui serait régénérative. C'est pas idiot comme histoire. On diminue l'inflammation locale, on favorise le tissu, il n'y a pas... c'est pas éteint, puis c'est un autre concept. On n'est pas dans de la matière inerte. Mais ça ne vous empêche pas. Le grand message de ce matin, c'est que tant que vous n'avez pas une fistule qui est simplifiée, parce que tous les schémas elles sont simplifiés, vous n'y arriverez pas. Suivante. Et puis il y a des techniques de reconstruction avec quelques papiers qui sont impressionnants, parce qu'on se dit mais pourquoi tout le monde ne fait pas ça, qui sont finalement des mises à plat reconstruction immédiate. Alors il y a l'allemand, je ne sais plus comment il s'appelle, là, qui fait ça depuis 15 ans, qui a présenté plusieurs séries à l'ESCP, mais qui n'a pas publié beaucoup. Et lui, il montre des trucs, mais lui, il est chirurgien. Il arrive. Il dit, mais il n'y a pas de problème. Mais, ouais. C'est-à-dire qu'en gros, il se met à plat, il curette, il coupe tout, et il reconstruit et il ferme. Le seul souci, c'est que soit ça tient et très bien, il a des petits troubles de continence quand ça tient, soit ça ne tient pas et tout lâche, et là, vous avez une fistulotomie sphincter interne, externe sur fistule haute premier temps, et je ne sais pas comment il récupère l'histoire.
Il n'en parle pas beaucoup. Il dit qu'il les reprend et que c'est les mêmes résultats quand il les reprend. Je ne sais pas. Mais, alors, et on peut faire du rerouting, ce que fait Alain, ce que font les Bordelais de temps en temps, qui est de dire, vous avez une fistule haute, plutôt que de mettre à plat, si c'est pas trop sale, si le tissu est sain, etc., vous coupez une grande partie de sphincter, vous vous remettez quasiment en transsphinctérien presque inférieur, et vous suturez en zone protégée, au lieu de laisser en ouvert. Suture immédiate. C'est-à-dire que ça vous permet d'arriver au bout de la fistule, de bien nettoyer, d'avoir de coaguler, d'être en tissu sain, et puis finalement de refermer avec un drainage de bas de sécurité, et que si ça lâche partiellement ou totalement, vous avez finalement fait une descente un peu brutale, mais en gardant la fin du sphincter qui vous tient la continence fine et qui vous amarre l'ensemble un peu. C'est un peu plus risqué, mais un peu plus rapide que les descentes en plusieurs temps. Suivante. Et Alain, il y a d'excellents résultats. Alors finalement, les enjeux thérapeutiques en 2020, puisqu'on avance, fistule anale. Elle est basse. Officiellement, vous pouvez faire une fistulotomie sans risque. Attention à l'absence de risque. Moi, je dis toujours, on ne peut pas avoir des débats éternels sur... il ne faut pas couper la partie basse du sphincter interne dans les fissures parce qu'on les rend incontinents. Il y a une littérature de 20 ans sur le sujet. Et puis de dire, on a des fistules basses qui comportent, ou intersphinctériennes, soit tout le sphincter interne, soit en plus une petite partie sphincter externe, et dire de l'autre côté, vous pouvez couper ça, surtout en phase aiguë, et il n'y a pas de risque pour la continence. Là, il faut être cohérent. Je pense qu'il y a des risques pour la continence quand on coupe le sphincter interne. Il faut être clair. Alors, c'est sûr que sur un homme vieux constipé, et qui s'en fout d'avoir un peu de gaz qui parte de temps en temps sans les contrôler, on s'en fout. Surtout s'il faut aller vite ou je ne sais pas quoi. Autant sur la femme jeune qui a déjà un trouble obstétrical, vous allez la décompenser. Après, une fistule basse, est-ce qu'il faut la couper ou surveiller? Finalement, fistule basse, on est beaucoup moins dans les risques de suppuration de cellulite pelvienne. Si ça récidive, ça va être en local. On n'est pas dans les risques de l'urgence de la suppuration qu'il faut mettre au bloc parce que ça va mal finir. Ça va toujours jouer en local, va être emmerdé. S'il y a une petite fistule, ça va ressortir au même endroit. Ça va rarement se développer plus haut. Éventuellement dans l'espace intersphinctérien. Ça, c'est le risque. C'est qu'on remonte et qu'on complique la situation quand ça remonte. Fistule haute, vous drainez, vous simplifiez. Pas que drainage, simplification. Si vous trouvez les trous, vous trouvez le trajet, vous mettez un fil et vous pensez que ça va aller mieux sans avoir rien fait la fois suivante, vous vous trompez. C'est-à-dire que ça va cicatriser. La peau cicatrise beaucoup plus vite. Donc vous allez cicatriser autour du séton. En général, quand vous faites ça, vous n'aurez pas assez. Et que vous allez vous retrouver avec le même cloaque, qui ne sera pas un abcès, qui sera une espèce de tissu de granulation merdique, qui va finir par suppurer si vous enlevez le fil. Mais drainage simple, comme on va faire de temps en temps, puis on verra la fois prochaine, vous n'avez pas avancé sur l'histoire suivante. Il faut avancer sur le temps suivant. Et puis là, vous vous posez la question, on est haut, on a plein de sphincters. Qu'est-ce qu'on a? Où on en est sur la continence, où on en est sur la demande du patient, où on en est sur le parcours du patient. Et il y a une discussion de descente en plusieurs temps. Ça marche toujours, quasiment. C'est toujours faisable, enfin, ou presque. On peut fractionner en 2 temps, 3 temps, 4 temps, mais on y arrive, on descend. Vous essayez d'aller plus vite, vous reconstruisez, voire quitte à laisser en petit drainage bas et en essayant d'aller un peu plus vite. Ou vous faites de l'épargne, mais là vous avez plus de 50% sur toutes les techniques de risque de récidive en fonction du contexte. Suivante. Et finalement, c'est là où je dis elle est un peu provocatrice. La diapo initiale, on vous a posé 5 choix. Dans l'école française, on aurait pris ce choix-là d'emblée. C'est le seul qu'elle ne retient pas en 2020. Alors pourquoi drainage rapide, est-ce qu'il faut aller rapide sur un petit truc qui s'évacue comme ça? Je ne suis pas sûr qu'il faille être rapide. Vous mettez un peu d'antibiotique, vous finissez d'ouvrir, il ne se passera rien. Hein, et vous prenez le temps de réfléchir. Et puis et lui annoncer en 2 temps, si c'est superficiel, on ouvre. Si c'est
Sinon, on le fera en 2 temps. Est-ce qu'il faut d'emblée dire ça? Je ne crois pas. Alors, est-ce que vous pouvez, simple surveillance, drainage, là, voilà. Ça nous laisse du temps de réfléchir. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de bonnes solutions. Mais ça ouvre la discussion.